Papy m'a légué le chalet. Ma sœur a exigé le partage, et maman m'a jugé sans cœur. J'ai alors sorti la lettre du testament. Papy Y décrivait l'action de ma sœur vue à ses 80 ans. Personne n'aurait pu imaginer ce secret familial. Je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans, et pendant 12 mois consécutifs, ma propre famille m'a traité de voleuse, de manipulatrice et de femme sans cœur qui a dépouillé un vieil homme mourant. Ma sœur Chloé menait la charge. Ma mère la soutenait. La moitié de ma famille les a crus sans poser de questions. J'ai passé une année entière noyée sous les messages vocaux, les SMS et les réunions de famille où les gens chuchotaient dans mon dos. Tout ça parce que mon grand-père m'a légué son chalet. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Grand-père ne m'a pas seulement laissé une propriété. Il m'a laissé une lettre, écrite le jour où il a changé son testament. Et dans cette lettre, il décrivait exactement ce qu'il a entendu ma sœur dire lors de sa fête pour ses 80 ans. Des mots si cruels qui lui ont brisé le cœur. Maintenant, laissez-moi vous ramener 14 mois en arrière. La nuit où j'ai reçu l'appel qui a tout changé. L'appel est arrivé à 3h47 du matin. J'étais à mi-chemin d'une garde de nuit de 12 heures à l'hôpital Saint-Louis, en train de vérifier les constantes d'un patient dans la chambre 412 quand mon téléphone a vibré dans la poche de ma blouse. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai vu le nom en maman. Ma mère ne m'appelait jamais. Pas à 3 heures du matin. Jamais, en fait. Je suis sorti dans le couloir, le cœur déjà serré. Amélie. Sa voix était plate. Clinique. Ton grand-père est décédé il y a 1 heure. Rentre à la maison. La communication a été coupée. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, à n'écouter que le vide. Les néons bourdonnaient au-dessus de moi. Une machine bipait quelque part dans le couloir, et j'ai senti le sol tanguer sous mes pieds. Grand-père Antoine n'était plus là. Il était la seule personne dans ma famille qui m'ait jamais vraiment vu. Tandis que mes parents louaient Chloé pour sa carrière en marketing et son style de vie de luxe, grand-père s'asseyait avec moi sur le porche de son chalet et disait « C'est toi qui es toujours là, Amélie. Ça compte plus que n'importe quel titre de poste. » La dernière fois que je lui ai rendu visite, 3 semaines auparavant, il m'avait serré la main avec une force surprenante. « Tu es la seule qui s'assoit avec moi », avait-il murmuré. « Tu t'en souviendras. » Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. J'ai demandé un congé d'urgence et j'ai conduit 4 heures dans l'obscurité. Quand je suis finalement arrivé dans l'allée de ma mère à l'aube, l'Audi blanche de Chloé était déjà garée à la meilleure place, près de la porte d'entrée. Évidemment. Ma mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle a regardé au-delà de moi, pas vers moi. « Tu en as mis du temps », a-t-elle dit. « Chloé est là depuis minuit. » J'ai ravalé la réponse qui me brûlait la gorge et je suis entré. Ma sœur était déjà en train de discuter des dispositions avec notre mère, comme si grand-père était un problème à résoudre plutôt qu'une personne à pleurer. Les funérailles se sont déroulées à guichet fermé. Grand-père Antoine avait vécu dans cette ville pendant 63 ans. Il avait entraîné la petite ligue, était bénévole chez les pompiers et prêté de l'argent à des voisins qui ne l'ont jamais remboursé. Tout le monde l'aimait. Tout le monde, sauf apparemment les personnes qui auraient dû l'aimer le plus. Je me tenais dans le coin arrière de la salle de réception, regardant ma sœur naviguer dans la pièce. Chloé portait une robe noire de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Elle s'éponguait les yeux avec un mouchoir en soie, acceptant les étreintes et les condoléances murmurées comme une princesse éplorée. Elle doit être dévastée, ai-je entendu ma cousine Hélène chuchoter à l'oncle Robert. Elle a toujours été si proche d'Antoine. Proche. Chloé avait rendu visite à grand-père 2 fois en 5 ans. Je conduisais jusqu'à son chalet chaque semaine, mais je ne les ai pas corrigés. À quoi bon? Puis une main chaude a touché mon coude. Tante Margot, la sœur cadette de ma mère, la seule qui n'a jamais pris parti. Je sais, dit-elle doucement, sans me regarder. Je sais que c'est toi qui prenais vraiment soin de lui, Amélie. Ma gorge s'est nouée. Je ne pouvais pas parler. Il le savait aussi, a-t-elle ajouté. Puis elle a serré mon bras et a disparu dans la foule. Plus tard, ma mère s'est tenue au pupitre et a prononcé un discours sur la famille et l'héritage. Elle a mentionné à quel point Chloé adorait son grand-père. Elle a parlé des dîners du dimanche et des traditions des fêtes. Elle n'a jamais prononcé mon nom.
Pas une seule fois. J'étais assise au dernier rang, les mains jointes sur mes genoux, et j'ai laissé les larmes couler en silence. Pas à cause de l'oubli. J'étais habitué à être invisible dans cette famille. Je pleurais parce que grand-père était le seul qui m'ait jamais fait me sentir vu. Et maintenant, il était parti. Une semaine après les funérailles, nous nous sommes réunis dans le cabinet de Maître Durand. Maître Durand était l'avocat de grand-père depuis 30 ans. Un homme aux cheveux d'argent, aux yeux bienveillants et à la voix chaude comme du miel. Il gérait les affaires de grand-père depuis avant ma naissance. Le bureau était petit. Ma mère était assise sur la chaise centrale. Chloé la flanquait à sa droite, tapotant ses ongles manucurés contre son sac de luxe. J'ai pris le siège le plus éloigné d'elle. Merci à tous d'être venus, commença Maître Durand, ajustant ses lunettes de lecture. Antoine a été très précis quant à ses dernières volontés. Il a d'abord lu les points standards. Le compte d'épargne de grand-père, environ 42 000 €, serait partagé à parts égales entre ses deux petites filles, les effets personnels distribués selon une liste séparée. Puis Maître Durand a fait une pause. Il a levé les yeux directement sur moi. Et enfin, concernant la propriété du chalet sur le lac du Miroir, Chloé s'est penchée en avant. Ma mère s'est redressée sur sa chaise. Antoine a légué le chalet, le terrain et tout son contenu uniquement et entièrement à sa petite fille, Amélie Sinclair. Silence. Puis Chloé s'est levée d'un bond. C'est impossible. Sa voix s'est brisée. Il doit y avoir une erreur. Grand-père n'aurait jamais et il n'y a pas d'erreur, mademoiselle Sinclair. Le ton de Maître Durand est resté calme mais ferme. Ce testament a été mis à jour 11 mois avant le décès d'Antoine. Il est entièrement légal et reflète ses souhaits explicites. Ma mère s'est tournée pour me fixer. Ses yeux étaient de glace. Tu étais au courant, m'a-t-elle accusé. Non. Ma voix était à peine un murmure. Je jure que je n'en avais aucune idée. Le visage de Chloé s'est tordu. C'est ridicule. Elle a dû mademoiselle Sinclair, la coupa Maître Durand. Votre grand-père était sain d'esprit. J'ai personnellement été témoin de la signature. La pièce semblait rétrécir. Je pouvais à peine respirer. Grand-père m'a laissé le chalet. Juste à moi. Mais pourquoi? Dès que nous sommes sortis du cabinet, ma mère m'a attrapé le bras. Nous devons parler. Sa poigne était de fer. En privé. Elle m'a entraîné au coin du bâtiment, loin de la fenêtre de Maître Durand. Chloé a suivi, ses talons claquant sur le trottoir comme un compte à rebours. Tu vas partager ce chalet avec ta sœur. La voix de maman ne laissait aucune place à la discussion. C'est ce que fait une famille. J'ai essayé de libérer mon bras. Elle a serré plus fort. Maman. Grand-père a pris sa décision. Sa décision était mauvaise. Elle m'a finalement relâché, mais son regard ne s'est pas adouci. Il était vieux, confus. Tu as passé tout ce temps avec lui. Dieu sait ce que tu lui as mis dans la tête. L'accusation a été comme une gifle. Puis Chloé s'est avancée et tout son comportement a changé. Fini l'indignation du bureau de l'avocat. Maintenant, elle portait le masque d'une sœur blessée, la voix tremblante d'une vulnérabilité étudiée. Amélie, je ne veux pas me battre. Elle a tendu la main vers la mienne. Je veux juste que nous ayons toutes les deux des souvenirs de grand-père. Le chalet était spécial pour nous tous. J'ai hésité. Peut-être que j'étais déraisonnable. Peut-être. Je ne te demande pas d'y renoncer entièrement, a poursuivi Chloé. Son ton était mielleux. Juste de partager. Mettre nos deux noms sur l'acte de propriété. C'est juste, non? Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Quelque chose de calculateur. Je te laisserai venir quand tu veux, dis-je prudemment. Tu pourras rester aussi souvent que tu le souhaites, mais je ne veux pas changer l'acte de propriété. Le masque de Chloé a glissé une seconde. Qui a parlé de vendre? Sa voix s'est aiguisée. Je veux juste ce qui est juste. Et voilà. Le mot autour duquel elle tournait, vendre. Elle ne voulait pas de souvenirs. Elle ne voulait pas de l'héritage de grand-père. Elle voulait l'argent. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon appartement et j'ai laissé les souvenirs m'envahir.
Le chalet du lac du Miroir n'était pas juste un bâtiment. C'était 50 ans d'histoire de ma famille, imprimés dans des murs en pin patinés par le temps et des planchers qui craquent. J'avais 8 ans la première fois que grand-père m'a emmené pêcher sur le quai. Je me souviens de la brume matinale s'élevant de l'eau. De la façon dont il démêlait patiemment ma ligne quand je la lançais dans les arbres. Ce lac a appris à ta grand-mère à nager, m'a-t-il dit. Et c'est juste là, sur ce porche, que je lui ai demandé de m'épouser. Elle a dit oui avant même que j'aie fini ma question. Grand-mère est décédée quand j'avais 12 ans. Je me souviens à peine de son visage maintenant, mais je me souviens du chalet. Sa courte pointe était toujours sur les lits. Ses fiches de recettes étaient toujours rangées dans le tiroir de la cuisine. Et mon père. Papa est mort quand j'avais 12 ans, un accident de voiture par une nuit pluvieuse. Il n'avait que 39 ans. Mais avant ça, certains de mes meilleurs souvenirs avec lui se sont passés dans ce chalet. Il m'a appris à faire des ricochets. Il me portait sur ses épaules jusqu'à l'eau et faisait semblant de me jeter dedans pendant que je hurlais de rire. Le chalet était l'endroit où papa a appris à marcher, où il a passé tous les étés de son enfance. Si Chloé le vendait, tout cela disparaîtrait. Un promoteur le démolirait, construirait une location de vacances et ferait payer aux touristes 300 € la nuit pour dormir là où ma grand-mère a rêvé et où mon père a fait ses premiers pas. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Grand-père disait toujours, ce chalet, ce n'est pas une question d'argent, Amélie. C'est pour se souvenir de qui nous sommes. J'ai chuchoté dans l'obscurité de mon appartement vide. Je ne les laisserai pas le prendre, grand-père. Je te le promets. Je n'avais aucune idée à quel point cette promesse serait difficile à tenir. La campagne a commencé 3 jours plus tard. Au début, c'était juste ma mère. Un SMS chaque matin, un message vocal chaque soir. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois égoïste, Amélie. Ton grand-père aurait honte de la façon dont tu agis. Rappelle-moi. Nous devons régler ça en adulte. Puis Chloé s'y est mise. Ces messages étaient plus longs, plus calculés. Je n'arrive pas à croire que tu vas vraiment laisser un chalet détruire cette famille. Est-ce qu'une propriété vaut vraiment plus que ta propre sœur? La 2e semaine, la famille élargie s'était mobilisée. La cousine Hélène, l'oncle Robert, la tante Patricia de Lyon, que j'avais rencontrée exactement 2 fois dans ma vie. Amélie, ma chérie, j'ai entendu parler de la situation du chalet. Tu sais, la famille est plus importante que l'immobilier. 7 ou 8 messages par jour, parfois plus. J'ai arrêté de compter après le 1er mois. Au travail, je pouvais à peine me concentrer. Mon superviseur m'a prise à part après que j'ai failli donner le mauvais médicament à un patient. Amélie, est-ce que tout va bien? Tu sembles ailleurs ces derniers temps. Je voulais lui dire. Je voulais lui expliquer que ma famille était en train de démanteler lentement ma santé mentale, un SMS à la fois. Mais que pouvait-elle faire? Je vais bien, ai-je menti. Juste fatigué. La nuit, je fixais mon téléphone et regardais les notifications s'accumuler. Chacune était un petit couteau. Chloé, maman a pleuré toute la nuit à cause de toi. Heureuse maintenant? Maman, ta grand-mère pleurerait si elle voyait ce que tu es devenue. Cousine Hélène, je t'ai toujours prise pour la gentille. Je suppose que je me suis trompé. Le pire, c'est que certaines nuits, je les croyais. Peut-être que j'étais égoïste. Peut-être que je déchirais la famille pour un bâtiment. Peut-être que grand-père avait fait une erreur. Puis je me souvenais de sa main dans la mienne, de sa voix à mon oreille. Tu es la seule qui s'assoit avec moi, Amélie. Et je tenais bon un jour de plus. L'appel est arrivé à 23h47. Je venais de finir une double garde. 12 heures debout, 3 urgences, un patient en arrêt sur la table. J'étais si fatigué que mes mains tremblaient en déverrouillant la porte de mon appartement. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais la culpabilité, cette vieille compagne familière, m'a fait glisser pour accepter. Amélie. Sa voix était épaisse, tremblante. Je n'arrive pas à dormir. Ça me tue. Je me suis appuyé contre mon comptoir de cuisine, trop épuisé pour m'asseoir. Maman, il est presque minuit. Ta sœur est en train de s'effondrer, m'a-t-elle coupé. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. Elle aimait ton grand-père tout autant que toi,
et tu la traites comme une étrangère. J'ai pressé la paume de ma main contre mon front. Maman, j'ai proposé de partager les souvenirs. J'ai dit qu'elle pouvait venir quand elle voulait. Écoute-toi. Sa voix s'est élevée. On dirait une avocate. Quand es-tu devenue si froide? Quand as-tu cessé de te soucier de ta propre famille? Les mots ont atterri comme des coups de poing. Chacun délibéré. Chacun conçu pour blesser. Je n'essaie de blesser personne, ai-je réussi à dire. J'essaie d'honorer ce que grand-père voulait. Ce que grand-père voulait? Elle a ri amèrement. Tu crois que tu le connaissais mieux que sa propre fille? Mieux que Chloé? Oui, ai-je pensé. C'était le cas, mais je ne l'ai pas dit. Le silence s'est étiré entre nous. Puis la voix de ma mère est tombée à quelque chose de froid et de final. Je ne sais plus qui tu es, Amélie. Ton père aurait honte de toi. La communication a été coupée. Je suis resté là, dans ma cuisine sombre, le téléphone toujours collé à mon oreille, à n'écouter que le vide. Puis j'ai glissé le long du placard et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Elle a toujours su exactement où frapper, et elle ne manquait jamais sa cible. 2 semaines plus tard, ma mère m'a convoqué chez elle. Une réunion de famille, a-t-elle appelé ça? Juste nous 3 pour parler comme des personnes civilisées. J'aurais dû me méfier. Je suis entré dans son salon pour trouver Chloé déjà assise dans le fauteuil, les jambes croisées, l'expression parfaitement composée. Ma mère se tenait près de la cheminée comme un général inspectant un champ de bataille. Assieds-toi, Amélie. Maman a désigné le canapé. Soyons adultes à ce sujet. Je me suis assise. J'ai attendu. Chloé a parlé la première, sa voix dégoulinant d'une fausse rationalité. Je ne veux plus me battre. Je veux juste de l'équité. Alors respecte les volontés de grand-père, dis-je doucement. Ces volontés ont été influencées. Chloé s'est penchée en avant. Il n'avait pas toute sa tête à la fin. Mon estomac s'est noué. Tu es en train de dire qu'il était mentalement incompétent. Personne ne dit ça, a interjeté rapidement maman. Nous disons juste que tu as passé tellement de temps avec lui. Tu aurais pu quoi? J'ai gardé ma voix stable, mais mes mains tremblaient. Manipuler un homme mourant. C'est ce que vous pensez que j'ai fait? Silence. Chloé a détourné le regard. Maman a pincé les lèvres. Personne ne t'accuse de rien, a finalement dit Chloé, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Je me suis levé. Vous m'accusez. Vous m'accusez depuis des semaines. J'ai attrapé mon sac à main. Grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors cette conversation est terminée. Amélie. Maman s'est avancée vers moi. Non. J'ai levé la main. J'ai passé toute ma vie à être celle qui cède, celle qui maintient la paix. Pas cette fois. Je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Mes mains n'ont pas cessé de trembler jusqu'à ce que je sois à mi-chemin de chez moi. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que la défaite. Je me sentais en colère. 3 jours plus tard, je suis allé en voiture chez tante Margot. Elle était la seule personne de ma famille qui n'avait pas rejoint la croisade contre moi. La seule qui répondait encore à mes appels sans arrière-pensée. Elle vivait dans un petit bungalow en bordure de ville, entouré de rosiers qu'elle cultivait depuis 30 ans. Quand je suis arrivé dans son allée, elle était déjà sur le porche avec 2 tasses de thé. Tu as une mine affreuse, dit-elle sans détour. Entre. Nous nous sommes assises dans sa cuisine, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux en dentelle, et pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis Margot a posé sa tasse. Amélie, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai levé les yeux. L'année dernière, j'ai aidé ton grand-père à installer quelque chose au chalet. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Un système de sécurité. Des caméras. Des caméras. J'ai froncé les sourcils. Grand-père détestait la technologie. C'est vrai, mais il a dit que des inconnus avaient rôdé près de la propriété. Il m'a demandé de l'aider à l'installer. Elle a croisé mon regard. Mais j'ai toujours pensé qu'il avait une autre raison. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Que veux-tu dire?
Margot a secoué la tête lentement. Je ne sais pas exactement, mais ton grand-père était vif, Amélie. Plus vif que quiconque ne le pensait. Il voyait des choses. Il remarquait des choses. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Tu devrais aller au chalet. Il y a peut-être quelque chose qu'il a laissé pour toi. Comme quoi? Je ne sais pas. Elle a relâché ma main. Mais Antoine t'aimait plus que quiconque dans cette famille. Et ce n'était pas le genre à te laisser sans défense. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec ces mots résonnant dans ma tête. Des caméras. Quelque chose qu'il a laissé pour toi. Pas sans défense. Qu'avait vu grand-père? Que voulait-il que je trouve? Je suis allé au chalet le samedi suivant. C'était ma première fois là-bas depuis la mort de grand-père. J'avais évité l'endroit, je réalisais, de peur de ce que je ressentirais en parcourant ces pièces sans lui. Mais les mots de tante Margot ne me quittaient pas. Le chalet était exactement comme dans mes souvenirs. Des murs en pin argentés par des décennies de soleil et de pluie. Le porche où grand-père s'asseyait avec son café du matin. Le quai s'étendant sur le lac du Miroir comme un bras tendu vers l'horizon. À l'intérieur, l'air sentait le cèdre et les vieux livres. La courte pointe de grand-mère couvrait toujours les lits. Ses fiches de recettes étaient toujours dans une boîte en fer blanc près de la cuisinière. Je me suis dirigé vers le bureau de grand-père, une petite pièce à l'arrière du chalet où il passait des heures à lire, écrire, penser. Son bureau était près de la fenêtre donnant sur le lac. Je me suis assise dans sa chaise, passant mes doigts sur le bois usé. Puis j'ai ouvert le tiroir supérieur. Des papiers, de vieux reçus, une photo délavée de grand-mère, et en dessous de tout, une enveloppe blanche avec mon nom écrit de l'écriture soignée de grand-père, pour Amélie. À n'ouvrir que lorsque tu auras besoin de force. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite datée de 11 mois avant sa mort, la même date que Maître Durand avait mentionnée lorsque le testament a été changé. J'ai commencé à lire. Ma chère Amélie, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et qu'il te mène la vie dure à propos du chalet. Je savais qu'il le ferait. C'est pourquoi j'écris ceci maintenant. Pendant que mon esprit est encore clair et mes mains encore stables, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta sœur. Quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai arrêté de respirer. Qu'avait-il vu? 2 mois après la lecture du testament, tante Patricia a organisé un dîner d'anniversaire chez elle. J'ai failli ne pas y aller, mais rester à l'écart ne ferait que leur donner plus de munitions. Vous voyez, elle évite la famille. Mauvaise conscience. Alors j'y suis allé. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard. Ma garde à l'hôpital s'était prolongée. Et au moment où j'ai franchi la porte d'entrée de Patricia, je l'ai senti. Ce silence particulier qui tombe quand tout le monde parlait de vous. Chloé se tenait au centre du salon, entourée de cousins et de tantes. Elle s'est interrompue au milieu d'une phrase quand elle m'a vu. Amélie. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Nous discutions justement de la situation du chalet. J'ai gardé ma voix calme. Vraiment? J'expliquais à tout le monde comment tu refuses ne serait-ce que d'envisager de partager. Chloé a incliné la tête, jouant la sœur blessée à la perfection. Après tout ce que grand-père a fait pour nous deux, j'ai senti Père Dieu se tourner vers moi, jugeant, attendant. J'honore les dernières volontés de grand-père, dis-je doucement. Il a pris sa décision. Chloé a ri, un son cassant et étudié. Vous voyez, la famille ne l'intéresse pas. Elle s'est tournée vers la foule. Seul l'immobilier l'intéresse. Quelques personnes ont gloussé. Quelqu'un a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. La cousine Hélène s'est avancée. Amélie, ma chérie, est-ce vrai que tu gardes tout le chalet? Grand-père me l'a laissé. Oui. Et tu ne partages pas avec ta propre sœur? J'ai ouvert la bouche pour expliquer les visites, les souvenirs, ce que le chalet signifiait, mais Chloé m'a coupé. Elle a changé, a annoncé Chloé à la pièce. L'argent l'a changé. Les mots ont frappé comme des pierres. J'ai attrapé mon sac à main. Je ne me faisais pas confiance pour parler sans pleurer. Je devrais y aller, ai-je réussi à dire. Je suis parti avant qu'il ne puisse voir les larmes, mais j'ai entendu la voix de Chloé me suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce soir-là,
Je me suis assise sur le sol de mon appartement et j'ai lu la lettre de grand-père du début à la fin. La première partie était douce. Il écrivait sur son amour pour le chalet, ses souvenirs avec grand-mère, ses espoirs que je le préserverais pour les générations futures. Puis le ton a changé. Amélie. À ma fête pour mes 80 ans, il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Il était environ 21h. La fête touchait à sa fin. J'avais mal au dos, alors je suis sorti prendre l'air. J'ai fait le tour jusqu'au porche latéral, celui qui fait face au lac. C'est là que j'ai entendu des voix. C'était Chloé. Elle parlait à cette amie à elle, la blonde au rire bruyant. Elle se tenait près de la balustrade, fumant des cigarettes. Elle ne savait pas que j'étais là. J'ai entendu Chloé dire mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le papier. Elle a dit, bon sang, combien de temps va-t-il encore tenir? Cet endroit vaut au moins 350 000 €. Son ami a ri. Puis Chloé a dit, et Amélie, je n'oublierai jamais ces mots, j'aimerais tellement qu'il meure enfin pour qu'on puisse vendre cet endroit. Je suis resté là dans le noir, à écouter ma propre petite fille me souhaiter la mort. Je ne l'ai pas confrontée. À quoi cela aurait-il servi? Mais la semaine suivante, j'ai appelé Maître Durand et j'ai changé mon testament. Le chalet est à toi, Amélie. Non pas parce que Chloé ne le mérite pas, bien qu'elle ne le mérite pas. Mais parce que tu as été la seule à me voir comme une personne, pas comme un fardeau, pas comme une étiquette de prix, juste comme ton grand-père. PS vérifie le système de sécurité. J'ai tout enregistré. J'ai posé la lettre. Ma poitrine semblait creuse, vide. Grand-père l'avait entendu. Il était là, dans le noir, et il a entendu sa propre petite fille lui souhaiter la mort. Et il n'a jamais dit un mot. Le lendemain matin, je suis retourné au chalet. J'ai appelé tante Margot en chemin. Le système de sécurité, dis-je. Où stocke-t-il les enregistrements? Elle est restée silencieuse un moment. Puis, il y a un disque dur externe. Il le gardait dans le placard de son bureau, dans une boîte à chaussures. Je l'ai trouvé exactement où elle l'avait dit, un petit appareil noir, poussiéreux mais intact. Je l'ai branché sur mon ordinateur portable avec des doigts tremblants. L'interface était simple, organisée par date. J'ai fait défiler jusqu'au 80e anniversaire de grand-père, trouver les caméras extérieures, trouver l'horodatage, 21h47. J'ai appuyé sur lecture. L'image était granuleuse, mais assez claire. Le porche latéral est apparu. Deux silhouettes se tenaient près de la balustrade, les cigarettes rougeoyant dans le noir. Chloé et son amie Jessica. J'ai augmenté le volume. Honnêtement, l'entretien de cet endroit doit être dingue, la voix de Jessica crépitait à travers les haut-parleurs. Ne m'en parle pas, Chloé a expiré de la fumée. Et il reste juste là à se détériorer pendant que cette propriété perd de la valeur chaque année. Tu ne peux pas juste lui parler? Chloé a ricané. Il est têtu. Il ne veut pas vendre. Il ne veut même pas en discuter. Une pause, puis Jessica. Ça vaut combien, cet endroit? Au moins 350 000 €. Peut-être plus avec le bord du lac. Purée. Une autre pause, puis la voix de Chloé, claire comme du cristal. Bon sang, j'aimerais qu'il meure enfin pour qu'on puisse finalement encaisser. Jessica a ri. Morbide, mais juste. Je suis sérieuse. Plus il s'accroche, plus on perd d'argent. J'ai arrêté la vidéo. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose s'était installé en moi. Quelque chose de froid et de certain. J'ai sauvegardé la vidéo sur une clé USB, puis une autre, puis je me suis envoyé une copie par email. Chloé pensait pouvoir effacer la vérité. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel du voisin le plus proche du chalet, Monsieur Dubois. Amélie, c'est Bill Dubois, du bout de la route. Sa voix était inquiète. J'ai vu quelqu'un au chalet de ton grand-père tout à l'heure. Ça ne te ressemblait pas. Mon sang s'est glacé. À quoi ressemblait-elle? Blonde. Elle conduisait une voiture blanche. D'allure chic. Chloé. J'ai appelé la police et j'y suis allé immédiatement. Quand je suis arrivé, un adjoint était déjà là, prenant des notes.
Pas de signe d'effraction, m'a-t-il dit. Mais quelqu'un a clairement fouillé l'endroit, les tiroirs sont sortis, les placards retournés. Je suis entré, le cœur battant, le bureau était détruit, des papiers éparpillés partout, des livres tirés des étagères, et le tiroir supérieur du bureau de grand-père, celui où j'avais trouvé l'enveloppe, était vide. La lettre originale avait disparu. Je suis resté au milieu du chaos et j'ai senti un rire monter dans ma poitrine. Pas un rire joyeux, quelque chose de plus sombre. Chloé était venue chercher la lettre. Elle devait savoir d'une manière ou d'une autre que grand-père avait écrit quelque chose. Peut-être l'avait-elle aperçu en train de l'écrire et avait pensé que ce n'était que les divagations d'un vieil homme. Maintenant, elle savait mieux. L'adjoint me regardait avec inquiétude. « Madame, est-ce qu'il manque quelque chose de valeur ?»« Juste une lettre, dis-je. Une lettre personnelle de mon grand-père. Savez-vous qui aurait pu la prendre ?» J'ai croisé son regard. J'ai une assez bonne idée. Il a hoché la tête lentement. Nous allons faire un rapport, mais sans preuve, je comprends. J'ai attendu qu'il parte. Puis je suis allé à ma voiture et j'ai ouvert la boîte à gants. À l'intérieur, une version photocopiée de la lettre et une clé USB avec la vidéo. Chloé pensait avoir gagné, mais elle n'avait volé que l'original. J'étais infirmière depuis 12 ans. Règle numéro 1, toujours conserver des copies de sauvegarde. 1 an après la mort de grand-père, ma mère a organisé un dîner commémoratif. Pour honorer la mémoire d'Antoine, a-t-elle annoncé dans le SMS de groupe. Tous les membres de la famille sont les bienvenus. 23 personnes ont confirmé leur présence. Tante, oncle, cousin, petit-cousin, tout le clan Sinclair réuni sous un même toit. Je savais ce que c'était vraiment. Une autre occasion pour Chloé et maman de me peindre comme la méchante, mais j'y suis allé quand même. Je portais une simple robe noire. Dans la poche de mon manteau, je portais une lettre photocopiée et une clé USB. Le dîner avait lieu chez ma mère. Quand je suis arrivé, l'allée était déjà pleine de voitures. Je pouvais entendre des rires et des conversations à travers les fenêtres. Je me suis arrêté sur les marches du perron, la main sur la poignée de porte. C'était le moment. 1 an d'accusations, 1 an d'insultes chuchotées et de froideur familiale, 1 an à être traité de sans-cœur, d'égoïste, de voleuse. Ce soir, ça se terminait d'une manière ou d'une autre. Je suis entré. Le salon était bondé. Des bougies scintillaient sur la cheminée à côté d'une photo encadrée de grand-père. Les gens équilibraient des assiettes de nourriture et des verres de vin. L'air sentait le poulet rôti et le parfum cher. Chloé m'a repéré la première. Elle se tenait près de la cheminée, l'air confiant et détendu. Pourquoi ne le serait-elle pas? Elle avait détruit la lettre. Elle se pensait en sécurité. Ma mère s'est approchée de moi avant que je puisse enlever mon manteau. Amélie. Sa voix a porté à travers la pièce. Plusieurs conversations se sont interrompues. Après une année entière, as-tu enfin reconsidéré ta position sur le chalet? J'ai croisé son regard. Puis j'ai regardé Chloé, qui observait avec une suffisance à peine dissimulée. J'y ai beaucoup réfléchi, en fait, dis-je calmement. En fait, il y a quelque chose que grand-père voulait que tout le monde sache. Le sourire de Chloé vacilla. Puisque nous sommes tous réunis, continuai-je, je pense que c'est le moment idéal. Maintenant, je veux faire une pause ici un instant. Si vous avez déjà été dans une situation comme celle-ci, où votre propre famille se retourne contre vous, où vous détenez une vérité qui pourrait tout changer, vous savez exactement ce qu'Amélie ressent en ce moment. Que feriez-vous? Liriez-vous la lettre ou vous éloigneriez-vous pour préserver la paix? Commentez ci-dessous. Je veux connaître vos pensées. Et si vous appréciez cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment. Maintenant, retournons au dîner commémoratif. J'ai sorti la lettre de la poche de mon manteau. La pièce est devenue silencieuse. Grand-père m'a laissé une lettre, dis-je, la voix stable. Il l'a écrite le jour même où il a changé son testament. Je l'ai trouvée au chalet, dans le tiroir de son bureau. Le visage de Chloé est devenu livide. Où as-tu? Je l'ai regardé directement. Quelqu'un est entré par effraction au chalet la semaine dernière et a volé l'original, mais j'avais déjà fait des copies. Ma mère s'est avancée. Amélie, de quoi s'agit-il?
Il s'agit de la vérité, maman. J'ai déplié le papier. Quelque chose que grand-père voulait que vous entendiez tous. J'ai commencé à lire. Ma chère Amélie, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et qu'il te mène la vie dure à propos du chalet. J'ai lu le début. La pièce est restée silencieuse. Puis j'ai atteint la partie sur la fête d'anniversaire. J'ai entendu Chloé dire, bon sang, combien de temps va-t-il encore tenir? Cet endroit vaut au moins 350 000 €. Des halètements. Quelqu'un a laissé tomber un verre de vin. Il s'est brisé sur le sol, mais personne n'a bougé pour nettoyer. Puis Chloé a dit, et Amélie, je n'oublierai jamais ces mots, j'aimerais tellement qu'il meure enfin pour qu'on puisse vendre cet endroit. Chloé s'est levée d'un bond. C'est un mensonge. Sa voix s'est brisée. Elle a tout inventé. Elle a falsifié cette lettre. J'ai plié calmement le papier. J'ai aussi une vidéo. Grand-père a installé des caméras de sécurité au chalet l'année dernière. La conversation est enregistrée. Silence de mort. Le visage de ma mère était gris. Tante Margot avait la main pressée sur sa bouche. Oncle Robert regardait Chloé comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Je ne voulais pas faire ça, dis-je doucement. Mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Chloé tremblait. Maman, a-t-elle chuchoté. Maman, dis-leur qu'elle ment. Mais notre mère n'a rien dit du tout. Le silence a duré une éternité. Puis ma mère s'est tournée vers Chloé. Son expression était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la colère exactement, quelque chose de pire. La dévastation. Dis-moi qu'elle ment. La voix de maman s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as jamais dit ces mots. La bouche de Chloé s'est ouverte. C'est fermé. C'est rouverte. J'étais stressé ce soir-là. Sa voix tremblait. Je ne le pensais pas littéralement. Je me défoulais juste. Tu te défoulais, a coupé l'oncle Robert, le visage rougeau. Tu as souhaité la mort de ton propre grand-père pour de l'argent. Comment peut-on ne pas le penser littéralement? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Chloé? Tante Margot s'est avancée. Parce qu'Antoine m'a demandé de l'aider à installer ses caméras. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose qui lui avait brisé le cœur. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. Chloé a regardé sauvagement autour d'elle, cherchant un allié. Tous les visages étaient de pierre. Son fiancé, Julien, se tenait près du fond de la pièce. Il avait été silencieux toute la soirée, mais maintenant il posa son verre avec un clic décisif. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air, dit-il sèchement. Il est sorti par la porte d'entrée sans regarder Chloé. Julien, elle a bougé pour le suivre. Laisse-le partir, a dit ma mère. Sa voix avait vieilli de 20 ans en 2 minutes. Laisse-le partir, Chloé. Puis maman s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient humides. Je l'ai défendu pendant 1 an, dit-elle doucement. 1 année entière. Je t'ai traité de tous les noms. J'ai dit des choses terribles. Et pendant tout ce temps elle n'a pas pu finir. Chloé se tenait seule au milieu de la pièce, entourée par sa famille qui la regardait maintenant comme une étrangère. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma sœur n'avoir personne de son côté. J'aimerais pouvoir dire que ça m'a fait du bien. Ce n'était pas le cas. Je me suis levé lentement, prenant mon manteau. La pièce restait figée. 22 paires d'yeux fixés sur moi, attendant de voir ce que j'allais faire ensuite. J'ai gardé ma voix basse, calme, la même voix que j'utilisais pour annoncer des nouvelles difficiles aux familles des patients. Je ne suis pas venu ici pour humilier qui que ce soit. J'ai regardé autour de la pièce. Je suis venu ici parce que pendant 12 mois, on m'a traité de voleuse, de manipulatrice et de femme sans cœur qui a profité d'un homme mourant. Personne n'a parlé. Grand-père m'a laissé le chalet parce qu'il savait que je le protégerais. Parce que j'étais celle qui lui rendait visite chaque semaine, parce que j'étais celle qui s'asseyait avec lui quand il ne pouvait pas dormir. Ma voix s'est légèrement brisée. Et parce qu'il savait que certaines personnes ne le voyaient que comme une étiquette de prix. Je me suis tourné vers Chloé. Elle semblait plus petite, diminuée. Tu seras toujours ma sœur, dis-je doucement. Rien ne changera ça.
Mais tu n'es pas la bienvenue au chalet. Plus maintenant. Le visage de Chloé s'est effondré. Puis j'ai regardé ma mère. Maman, je t'aime. J'ai passé toute ma vie à essayer d'obtenir ton approbation, à essayer d'être assez bien. J'ai pris une profonde inspiration. Mais je ne peux pas continuer à m'immoler par le feu pour garder tout le monde au chaud. J'ai besoin que tu me voies. Que tu me voies vraiment. Pas comme la fille décevante. Pas comme l'ombre de Chloé. Comme Amélie. Les lèvres de ma mère tremblaient. Elle a tendu une main vers moi, puis l'a laissée tomber. J'ai besoin de temps, dis-je. Nous en avons tous besoin. Je me suis dirigé vers la porte, me suis arrêté avec la main sur la poignée. Le chalet restera dans la famille. Quiconque veut venir et honorer la mémoire de grand-père est le bienvenu. Je ne me suis pas retourné. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui décide qui cela inclut. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière. Les retombées sont venues plus vite que prévu. 3 jours après le dîner commémoratif, tante Margot a appelé avec des nouvelles. Julien a rompu les fiançailles, m'a-t-elle dit. Il a fait ses valises et a quitté l'appartement de Chloé hier. J'ai fermé les yeux. Comment va-t-elle? Dévastée, accusant tout le monde sauf elle-même. Margot a fait une pause. Amélie, ne te sens pas coupable. Ce n'est pas de ta faute. Je sais, mais savoir et ressentir étaient 2 choses différentes. La famille s'était fracturée. Les SMS fusaient. Certains défendaient Chloé. Elle était juste stressée. D'autres étaient horrifiés par ce qu'elle avait dit. Qui dit ça de son propre grand-père? Ma mère n'avait parlé à personne depuis le dîner. Selon Margot, elle s'était enfermée dans sa chambre et refusait les appels téléphoniques. Une semaine plus tard, mon téléphone a vibré avec des messages que je n'attendais jamais. Cousine Hélène, Amélie, je suis tellement désolé de la façon dont je t'ai traité. Je n'avais aucune idée. Oncle Robert, ton grand-père avait raison à ton sujet. J'aurais dû écouter. Même tante Patricia de Lyon, je te dois des excuses. Nous avons tous cru la mauvaise personne. J'ai lu chaque message avec des émotions mitigées. Gratitude, tristesse, un étrange vide. C'était ce que je voulais, n'est-ce pas? Être cru, être innocenté. Mais la victoire ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Ma famille s'était brisée. Ma sœur était seule. Ma mère était perdue dans le deuil et la honte. J'avais gagné. Alors pourquoi avais-je l'impression que tout le monde avait perdu? Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement avec une tasse de thé froid et j'ai regardé par la fenêtre, sans rien voir. Je ne voulais pas ça, grand-père, ai-je chuchoté dans le noir. Je voulais juste la vérité. Mais la vérité que j'apprenais avait un coût, et maintenant nous le payons tous. 2 semaines après le dîner commémoratif, Chloé m'a envoyé un SMS. Nous devons parler. J'ai regardé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer. Une autre partie, celle qui se souvenait encore de nous, petite fille construisant des châteaux de sable au bord du lac, voulait espérer. J'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville, territoire neutre. Chloé était déjà là quand je suis arrivé. Elle avait l'air terrible. Cheveux sales, pas de maquillage, des cernes sous les yeux. Un étranger n'aurait jamais reconnu la directrice marketing impeccable d'il y a 3 mois. Je me suis assise en face d'elle. Aucune de nous n'a commandé quoi que ce soit. Amélie. Sa voix était rauque. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait? J'ai cligné des yeux. Ce que je t'ai fait? Julien m'a quitté. Toute la famille pense que je suis un monstre. Tante Patricia m'a désinvité de Noël. Ses yeux se sont remplis de larmes. Toute ma vie s'effondre. Et c'est de ta faute. J'ai laissé échapper un lent soupir. Chloé, ce n'est pas moi qui t'ai fait dire ces mots sur grand-père. Je me défoulais. Elle a frappé la table avec sa paume. Tout le monde dit des choses qu'il ne pense pas. C'était un seul commentaire à sa fête d'anniversaire. J'ai gardé ma voix égale. Tu lui as souhaité la mort alors qu'il était à 15 mètres, puis tu as passé 11 mois à faire comme si de rien n'était. Je ne savais pas qu'il avait entendu. Est-ce que ça rend les choses meilleures? Silence.
Le visage de Chloé s'est décomposé. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle pourrait s'excuser, montrer un remords sincère. Au lieu de cela, elle a murmuré, « Tu as tout gâché ». Je me suis levé, j'ai laissé assez d'argent sur la table pour couvrir un café que je n'ai jamais commandé. Quand tu seras prête à assumer tes responsabilités, non pas pour les conséquences, mais pour ce que tu as réellement fait. Tu sais où me trouver. Je suis sorti sans regarder en arrière. Certains ponts ne peuvent être reconstruits que par la personne qui les a brûlés. Si vous avez déjà dû fixer des limites avec quelqu'un que vous aimez, famille, amis, quiconque a franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû, alors vous savez que ce n'est pas facile. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de se protéger tout en laissant la porte ouverte à un véritable changement. Commentez et limitez ci-dessous si vous comprenez ce que traverse Amélie. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. D'accord, voyons ce qui se passe ensuite. Un mois plus tard, ma mère a appelé. « Je veux te voir », a-t-elle dit. Pas de préambule, pas de banalité. « S'il te plaît, rentre à la maison. » Je suis allé chez elle le lendemain matin, l'endroit où j'avais grandi en me sentant invisible. L'endroit que j'avais fui il y a un an, les larmes coulant sur mon visage. Maman attendait dans la cuisine, la même cuisine où elle avait autrefois fait des gâteaux d'anniversaire et des années plus tard m'avait dit que je déchirais la famille. Elle avait l'air plus âgée, plus petite. Les angles vifs dont je me souvenais s'étaient adoucis en quelque chose de fragile. « Assieds-toi », dit-elle doucement. « S'il te plaît. » Je me suis assise. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. L'horloge sur le mur faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait. Puis ma mère a dit, « J'avais tort. » J'ai levé les yeux. J'avais tellement tort, Amélie. Sa voix s'est brisée. Je voulais croire Chloé parce qu'admettre la vérité était trop douloureux. C'était toujours celle que je comprenais. Celle qui était comme moi. Elle a pressé une main sur sa bouche. Je ne te voyais pas. Je ne t'ai jamais vraiment vu. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Ton père aimait ce chalet, a-t-elle continué, des larmes glissant sur ses joues. Il y passait tous ses étés quand il était garçon. Quand il est mort, je ne supportais plus d'y aller. Ça faisait trop mal. Elle m'a regardé. Mais toi, tu y allais. Chaque semaine tu y allais et je t'en voulais pour ça. Maman, laisse-moi finir. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis désolé pour tout. D'avoir pris le parti de Chloé. D'avoir dit que ton père aurait honte. De ne t'avoir jamais dit que je suis fier de qui tu es. Je pleurais maintenant aussi. J'ai besoin de temps, ai-je réussi à dire. Mais je veux essayer. Je le veux aussi, a-t-elle chuchoté, plus que tout. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un début. 2 mois après le dîner commémoratif, je suis allé seul au chalet. C'était un samedi de début octobre. Les feuilles étaient devenues dorées et cramoisies, tapissant le sol de couleur. Le lac était un miroir immobile, reflétant le ciel. Je me suis garé dans l'allée de gravier et je suis resté assise un moment, à regarder. C'était à moi maintenant. Non pas parce que je l'avais pris à quelqu'un, mais parce que grand-père avait choisi de me le donner. J'ai monté les marches du porche, déverrouillé la porte et je suis entré. Le chalet m'a enveloppé de ses odeurs familières, cèdre, vieux livres, la légère trace des sachets de lavande de grand-mère. Des grains de poussière flottaient dans la lumière de l'après-midi. Je me suis déplacé lentement dans les pièces. La cuisine où grand-père faisait des crêpes le dimanche matin. Le salon où il m'a appris à jouer aux échecs, le porche où il s'asseyait pendant des heures à regarder le lac. Finalement, je suis allé à son bureau. Je me suis assise dans sa chaise, j'ai ouvert le tiroir où j'avais trouvé la lettre pour la première fois. Vide maintenant, mais pas vraiment. J'ai sorti ma copie de la lettre et j'ai relu le dernier paragraphe une fois de plus. Le chalet est à toi, Amélie. Non pas parce que Chloé ne le mérite pas, bien qu'elle ne le mérite pas. Mais parce que tu as été la seule à me voir comme une personne. Pas comme un fardeau, pas comme une étiquette de prix, juste comme ton grand-père. J'ai pressé le papier contre ma poitrine. J'ai tenu ma promesse, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je l'ai sauvé pour toi, pour papa, pour grand-mère. Dehors, le vent bruissait dans les arbres.
Le lac clapotait doucement contre le quai, et quelque part, j'aime à penser, grand-père souriait. Je suis resté au chalet jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me sentais en paix. Le week-end suivant, tante Margot est venue me rendre visite. Nous nous sommes assis sur le porche dans les vieux fauteuils à bascule de grand-père, enveloppés dans des couvertures contre le froid de l'automne. De la vapeur s'échappait de nos tasses de thé. Le lac s'étendait devant nous, peint d'orange et de rose par le soleil couchant. Il serait si fier de toi, dit doucement Margot. J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. J'ai déchiré la famille. Non, Amélie. Elle s'est tournée pour me regarder. C'est la vérité qui a fait ça, et la vérité avait besoin de sortir. Nous nous sommes balancés en silence pendant un moment. Un plongeon a crié quelque part de l'autre côté de l'eau. Quels sont tes projets pour cet endroit, a demandé Margot. J'y avais beaucoup réfléchi. Je veux le garder exactement comme il est, dis-je. Ouvert à la famille, à quiconque veut venir se souvenir de grand-père comme il méritait qu'on se souvienne de lui. Même ta mère? Surtout maman. J'ai pris une gorgée de thé. Nous travaillons sur les choses. C'est lent, mais elle est venue ici la semaine dernière. La première fois depuis la mort de papa. Margot a souri. C'est quelque chose. Elle a pleuré pendant 2 heures, mais elle a dit que c'était comme pouvoir enfin respirer à nouveau. Nous avons regardé le soleil sombrer sous la ligne des arbres. Tu sais, dit Margot, ton grand-père fixait des limites aussi. Le savais-tu? Je l'ai regardé. En 1987, son frère lui a demandé de l'argent pour couvrir des dettes de jeu. Antoine a dit non. Ils ne se sont pas parlé pendant 10 ans. Elle a croisé mon regard. Mais Antoine ne l'a jamais regretté. Il disait, certaines choses valent la peine d'être protégées, même si ça vous coûte cher. J'ai souri légèrement. On dirait que les limites, c'est de famille. Les meilleures choses le sont. Nous sommes restés sur ce porche jusqu'à ce que les étoiles sortent, tout comme grand-père avait l'habitude de le faire. Certains héritages n'ont rien à voir avec la propriété. 6 mois après le dîner commémoratif, ma vie était complètement différente. Je travaillais toujours à Saint-Louis, je faisais toujours des gardes de 12 heures et je tenais la main des patients quand ils avaient peur. Mais maintenant, chaque week-end, je conduisais jusqu'au chalet. Parfois, j'y allais seul. Je lisais sur le porche, je pêchais sur le quai, je m'endormais au son du vent dans les pins. Parfois, maman venait avec moi. Nos conversations étaient encore prudentes, encore en phase de guérison. Mais elle riait maintenant. Elle parlait de papa sans pleurer. Elle a même sorti une partie de son vieil équipement de pêche du grenier. Il aurait voulu qu'il soit ici, a-t-elle dit. Là où il doit être. D'autres membres de la famille ont commencé à venir aussi. Oncle Robert a amené ses petits-enfants se baigner dans le lac. La cousine Hélène m'a aidé à réparer le quai. Même tante Patricia a fait le voyage depuis Lyon. Je t'ai jugé injustement, m'a-t-elle dit. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. C'est déjà fait, dis-je. Et je le pensais. Chloé n'a jamais repris contact. Selon Margot, elle a déménagé dans une autre ville, a recommencé sa vie quelque part où personne ne connaissait son nom. J'espérais qu'elle trouverait la paix. Je l'espérais sincèrement. Mais j'avais arrêté d'attendre près du téléphone. Certaines relations ne peuvent être reconstruites que lorsque l'autre personne est prête à faire le travail. Un dimanche après-midi, j'ai accroché une petite pancarte en bois près de la porte du chalet. Je l'avais sculptée moi-même, lettre par lettre. Là où l'amour demeure, les souvenirs restent. J'ai reculé et j'ai regardé mon travail. Ce chalet contenait 50 ans d'histoire de ma famille. Le rire de grand-mère, les premiers pas de papa, la sagesse tranquille de grand-père. Et maintenant, enfin, ma propre histoire. Pas l'histoire de la fille qui était négligée. Pas la voleuse. Pas la méchante. Juste Amélie. Celle qui est restée. Celle qui a été vue. C'était presque le coucher du soleil quand je me suis installé une dernière fois dans le fauteuil à bascule de grand-père. Le lac était doré. Les arbres étaient des silhouettes noires contre un ciel flamboyant. Quelque part à proximité, un pivert tapait son rythme du soir. J'ai pensé aux 18 derniers mois.
À cet appel à 3h47 du matin. Aux funérailles où personne n'a prononcé mon nom. À la lecture du testament qui a bouleversé mon monde. Aux SMS sans fin, aux nuits blanches, au moment où j'ai presque cru que j'étais la méchante qu'il disait que j'étais. Et puis la lettre, la vérité, le dîner où tout a changé. J'ai pensé à Chloé, quelque part là-bas, en train de recommencer, à maman qui apprenait enfin à me voir. À tous les membres de la famille qui s'étaient excusés, avaient renoué, reconstruit. J'ai pensé à grand-père. Tu savais, dis-je à l'air vide, n'est-ce pas? Tu savais qu'il s'en prendrait à moi. Tu savais que j'aurais besoin de preuves. Le vent s'est levé légèrement, bruissant dans les feuilles comme un murmure. Tu ne m'as pas seulement laissé un chalet, grand-père. Tu m'as laissé une permission. La permission d'arrêter de me faire toute petite pour des gens qui ne l'apprécieraient jamais. La permission de protéger ce qui compte. La permission d'être vu, enfin, pour qui je suis vraiment. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le soir m'envahir. Il y a un an, j'aurais tout donné pour remonter le temps, pour éviter la douleur, les accusations, les fractures familiales. Maintenant, je ne changerai rien. Non pas parce que c'était facile, mais parce que de l'autre côté de toute cette douleur, j'ai trouvé quelque chose que j'avais cherché toute ma vie. Moi-même. La femme qui se défend. La femme qui dit la vérité. La femme qui fixe des limites. Non pas par colère, mais par amour. Grand-père l'a vu avant moi. Mais maintenant, enfin, je la vois aussi. Si vous êtes toujours là à écouter mon histoire, je veux vous dire quelque chose. Peut-être que vous traversez la même chose en ce moment. Peut-être que votre famille s'est retournée contre vous pour avoir tenu bon. Peut-être qu'on vous a traité d'égoïste pour avoir fixé une limite. Peut-être que vous êtes éveillé la nuit à vous demander si vous êtes le méchant. Vous n'êtes pas seul. J'ai passé 34 ans à être la bonne fille, la silencieuse, celle qui ne faisait jamais de vagues. Et vous savez ce que ça m'a rapporté? Être négligé, rejeté, blâmé pour des choses que je n'ai pas faites. Il a fallu que je perde mon grand-père pour trouver ma voie. Voici ce que j'ai appris. 1. La bonté silencieuse finit toujours par être vue. Pas toujours par les gens que vous voulez qu'ils la remarquent, mais les bonnes personnes, celles qui comptent. Elles la voient. Elles s'en souviennent. 2. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour la relation. Une relation sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. 3. La vérité peut faire mal, mais vivre dans le mensonge fait plus mal encore. Parfois, il faut tout brûler avant de pouvoir reconstruire plus fort. Grand-père ne m'a pas seulement laissé un chalet. Il m'a laissé une leçon. Ne laisse personne te prendre ça. Il ne parlait pas de la propriété. Il parlait de mon estime de moi, de ma valeur, de mon droit à être vu. Ne laissez personne vous prendre ça non plus.